La chapelle Notre-Dame de Réconciliation, plus vieil édifice religieux de Lille, lieu de culture, d'histoire, accueille une exposition consacrée à Dodi. Bonjour Gaston-Marie Lambret. Bonjour. Vous présidez l'association des Amis de la Chapelle de la Réconciliation. Alors, on va prendre le temps de parler de cette chapelle, mais d'abord cette expo, de quoi s'agit-il ? Eh bien, donc, c'est une exposition d'œuvres de Dodi. Alors, Dodi est une artiste qui est décédée depuis quelques années, et ce sont ses filles qui cherchent donc à la faire connaître et à présenter ses œuvres. Donc, c'est la deuxième fois qu'on l'expose à la chapelle, et cette fois-ci, eh bien, il s'agit essentiellement de gravures, donc inspirées par les anges. Donc, ces filles essaient de transmettre le message que leur mère a voulu faire passer de son vivant. Les anges, qui j'ai lu, font référence au journal de bord que tenait sa mère, dans lequel on peut lire, quelques jours après sa naissance, les anges veulent déjà nous la reprendre. Et puis quand sa santé s'est améliorée, les anges se montrent raisonnables. Donc ça commence par les anges et ça se retrouve ici aujourd'hui. C'est jusqu'au 8 mars, les mercredis, samedis et dimanches de 15 à 17 heures. Quel public visé ? Ben écoutez, tous les publics, il n'y a pas d'âge pour s'intéresser aux anges et pour s'intéresser également donc aux gravures de Dodi. Le vernissage a eu lieu hier. Il y avait une cinquantaine de personnes de tous les âges et donc ils ont pu voir la manière dont Dodi se représentait les anges. Et alors, précisons-le pour ceux qui seraient moins habitués de la métropole lilloise, c'est sur le métro Cormontagne qu'on peut retrouver la chapelle Notre-Dame de la Réconciliation, qui est située dans le quartier Vauban et Kermes, donc à Lille. C'est le plus ancien sanctuaire de la ville, est-ce que c'est vrai ? Oui, alors de la ville de Lille, tout à fait. En fait, l'origine de la chapelle, donc c'est la découverte en 1014, d'après les textes dont on dispose, par des bergers qui faisaient paître leurs troupeaux dans le quartier donc des Kermes, qui était donc tout à fait séparé de Lille à l'époque, et le long de la rivière qui s'appelle toujours l'Arbonnoise, mais qu'on ne voit plus parce qu'elle est sous la rue de Canteleu où se trouve la chapelle. Et donc, ces bergers ont eu l'œil attiré par un buisson illuminé. Et donc, ils sont avancés et ont découvert donc cette statue de la Vierge devant laquelle donc raconte également donc le père jésuite à l'origine du livre de je vous cite devant laquelle les moutons se mettaient à genoux. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'historique dans ce 1014 ? Alors, le 1014, en fait, c'est loin d'être faux. Alors, on ne peut pas vous dire si c'est 1014, 1016 ou 1019, mais enfin, en tout cas, les expertises archéologiques qui ont été faites à la chapelle ont permis de retrouver les murs d'origine d'une des premières chapelles, qui est du XIe. Donc, ça laisse entendre que la légende, s'il s'agit d'une légende, donc a quand même un fond de vérité, et comme toutes les légendes d'ailleurs. Alors, la chapelle actuelle, celle que l'on peut voir, toucher, elle est datée cette fois de la première partie du XIIIe siècle. Oui, tout à fait. Alors donc, cette chapelle est intéressante sur le plan, comment dirais-je, de la construction, puisque c'est une chapelle qui a été construite en transition entre le gothique et le style ogival. Et donc, un professeur de faculté qui a donné une conférence à la chapelle, disait que c'était un des exemples uniques dans la région. Il me dit, il faudra que je vienne avec mes étudiants pour leur montrer. Bon, donc c'est un petit peu l'originalité. Et ce qui est intéressant, c'est que cette chapelle qui dépendait donc
la collégiale Saint-Pierre à Lille, donc qui a été démolie à la Révolution française, dont il ne reste plus rien. Donc cette chapelle a été inspirée un peu par l'architecture de cette collégiale. Et c'est en ce sens-là qu'elle est également intéressante sur le plan architectural. Alors, cette fameuse chapelle, elle a changé de main de nombreuses fois. Aujourd'hui, qui est propriétaire? Alors actuellement, c'est l'association diocésaine de Lille qui est propriétaire de la chapelle. C'est le diocèse. Voilà, c'est le tout à diocèse fait, de Lille, mais pas depuis si longtemps, depuis moins de 100 ans. Hein. Oui, oui, tout à fait. Et alors, elle a changé, donc elle était devenue propriété privée. Elle a été chapelle des Carmélites aussi. Il y a eu des Carmélites dans ce quartier. Et puis donc, elle a été en 1926, je crois, ou 25, inscrite au monument. Voilà, elle a été inscrite à l'inventaire des monuments historiques. En fait, cette chapelle donc était propriété privée et à la Révolution française, donc elle a été vendue après qu'elle ait été complètement pillée parce qu'il paraît qu'elle était couverte d'ex-voto en argent et un mobilier liturgique absolument faramineux parce que c'était un pèlerinage très très couru que d'aller à la chapelle Notre-Dame de Réconciliation pour se réconcilier justement. Donc c'était souvent une pénitence qui était donnée suite d'une confession d'aller se réconcilier en famille à la chapelle Notre-Dame de Réconciliation. Et donc, à la Révolution française, elle a été vendue donc à une dame Bigot, de Bigot-Danel, et qui donc l'a gardée pendant toute la période révolutionnaire. Elle habitait la maison du chapelain. Et la chapelle elle-même était fermée. Et donc, à l'époque de la restauration du culte, comme l'église d'Esquermes, puisqu'à l'époque on était sur le village d'Esquermes, comme l'église d'Esquermes avait été démolie à la Révolution, eh bien, cette chapelle est devenue l'église paroissiale d'Esquermes. Mais à l'époque et à la suite, la population d'Esquermes a augmenté dans des proportions très importantes, si bien que cette chapelle n'était pas suffisante. Et ils ont fait donc de très gros travaux. Donc, en fait, la chapelle, pour parler de sa propriété, après la Révolution française, avait été achetée par la commune d'Esquermes, puisqu'il n'y avait plus d'église à Esquermes. Et donc, après ça, elle a donc été vendue quand il s'agit de construire l'église Saint-Martin à côté. Pour répondre à l'affluence. Pour répondre à l'affluence qu'il y avait à l'époque. Elle reste aujourd'hui un lieu de culte? Oui, tout à fait. La messe y est célébrée tous les samedis à 18h30 avec le rite catholique romain et le dimanche à 10h30 donc avec le rite byzantin donc par les catholiques ukrainiens. En quelques mots, quelles sont les conséquences de l'inscription de la chapelle à l'inventaire des... Les conséquences, c'est qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, c'est le moins qu'on puisse dire, et que donc chaque fois les travaux nécessitent de multiples, travaux préliminaires, discussions avec la DRAC, des expertises historiques, des expertises archéologiques donc qui nous ont été imposées, etc. Bon, par ailleurs, on peut espérer des subventions compte tenu du caractère de la chapelle, et donc qui sont liées à son inscription. Gaston-Marie Lambret, président de l'association des Amis de la Chapelle de la Réconciliation, et donc l'invité de RCF Hauts-de-France pour parler non seulement de l'expo, mais évidemment de l'histoire du plus vieil édifice religieux de la métropole lilloise. Une interview à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France, à retrouver également sur le site rcf.fr à la région Hauts-de-France. On a oublié de dire une petite parenthèse tout de même, c'est que c'est que Baudouin V de Lille, qui est considéré comme le fondateur de la ville de Lille, aurait été conçu grâce justement au miracle. Oui, alors l'histoire raconte que Baudouin IV, dont l'épouse avait à l'époque 29 ans, se désolait de ne pas avoir d'enfant, et 29 ans à cet âge pour une dame, c'était déjà important, et donc il a prié, et il est venu à Esquermes pour prier Notre-Dame d'Esquermes,
Kermes, puisqu'à l'époque, Notre-Dame de Réconciliation s'appelait Notre-Dame des Kermes. Et donc, ayant eu la chance, donc, dans les mois qui suivent, d'avoir un fils aîné, qui était donc Baudouin V, il a remercié la Vierge donc en construisant, en faisant les premiers travaux de la chapelle. Alors justement, à propos de travaux, vous venez de prononcer le mot travaux. Ça fait un moment que la chapelle est en travaux. Vous avez 40 ans, enfin vous, l'association des Amis de la Chapelle, qui très vite a entrepris un gros travail de rénovation, de restauration. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Écoutez, donc l'objet de l'association, c'est la restauration de la chapelle et son animation sur le plan culturel. Alors en ce qui concerne la restauration, depuis 40 ans que la chapelle est prise en charge par l'association, et nous avons donc restauré complètement la nef principale ainsi que les bas-côtés. On a refait la toiture, on a refait la façade, et il reste aujourd'hui le chœur, qui est le plus gros morceau, et le chœur et ses annexes qui sont donc à restaurer. Nous avons obtenu le permis de construire le 20 décembre 2024, et donc actuellement nous sommes en train, avec notre architecte, de chiffrer le coût exact de la restauration. On a une idée de l'enveloppe ? Oui, ça tourne autour du 1 million d'euros. Où est-ce que vous allez les trouver ? On a déjà trouvé une partie. Donc, on a déjà trouvé une partie, puisque nous avons un certain nombre de donateurs qui régulièrement sont sollicités et qui régulièrement donnent des fonds pour la restauration. Donc, on peut considérer aujourd'hui que grâce à ces donateurs, à certaines fondations qui nous aident, et également, notamment, grâce au fonds du prix Sésame, on considère qu'on dispose actuellement à peu près du tiers du coût qui est imaginé. Donc, sachant que pour financer le reste, nous lançons donc le 27 avril une grande opération de communication et de marketing, pour justement toucher le maximum de monde. Vous avez évoqué le prix Sésame, c'est le prix Sésame 2024, c'était l'an dernier. Oui. Vous l'avez reçu, les Amis de la Chapelle l'ont reçu, vous êtes allé le chercher au Collège des Bernardins. C'est un prix de la Fondation du Patrimoine qui récompense les initiatives visant à ouvrir, en accord avec les desservants, les bâtiments religieux à des activités autres que cultuelles. Comment vous l'avez reçu et compris, ce prix ? Écoutez, ça fait 40 ans qu'existe notre association, et ça fait 40 ans qu'il y a des concerts qui sont donnés à la chapelle. En ce qui nous concerne, on a quand même développé fortement les choses depuis une dizaine d'années, et donc maintenant, chaque année, nous avons une dizaine de manifestations qui vont du concert jusqu'à l'exposition ou les conférences. Donc à peu près tous les mois, il y a un événement qui se passe à la chapelle, et l'objectif étant de faire connaître également la chapelle, et puis de susciter l'intérêt du public pour sa restauration. On pourrait se demander pourquoi ce ne sont ni l'État ni le diocèse qui financent les restaurations de cette chapelle, mais au moment de la loi de séparation, la chapelle était un édifice privé. Et ensuite, le diocèse a acheté la chapelle. Voilà. Donc c'est à la charge en théorie du diocèse. Oui, c'est lui le propriétaire, et les travaux que nous faisons bénéficient aux propriétaires des murs. Oui. Et il vous donne l'assentiment pour faire les travaux Il ne s'y oppose pas, en tout cas. Voilà. L'objectif en termes de délai, de date, de planning, quel est-il ? Alors le planning, les travaux devraient prendre au minimum 12 à 15 mois. Et donc, nous espérons pouvoir les commencer au printemps 2026 et donc les terminer. Donc, on avait pensé au départ faire des travaux en plusieurs phases, qui auraient peut-être été plus faciles sur le plan financier. Mais au niveau du coût, il apparaît que ça revient moins cher de faire tout le travail en même temps plutôt que en plusieurs étapes. Je suis sûr qu'en vous écoutant, certaines rêvent d'un tel engouement autour de leur édifice, chapelle, église. Quel conseil vous leur donnez ?
Ah bah écoutez, d'abord je leur dis qu'ils ont raison. D'abord c'est la première chose. Bon alors après ça il faut quand même beaucoup de patience et puis il faut constituer un réseau autour de soi. Et il faut faire le maximum de manifestations. C'est assez compliqué. Bon et puis de toute façon également le conseil c'est peut-être de s'adresser à la Fondation du Patrimoine. Hein, donc pour avoir déjà des conseils sur la manière d'agir et puis pouvoir bénéficier de la notoriété de la Fondation du Patrimoine. Bon, donc, nous avons pu bénéficier également de la sauvegarde de l'art français qui nous a fait qui nous a aidés lors des travaux de restauration des charpentes et toitures. Mais il se trouve que les fondations ont souvent un objectif un peu limité. Donc, il y en a qui ne s'occupent que des églises rurales, d'autres qui ne s'occupent que des toitures, du clos et du couvert, etc. Donc, il faut... Mais ce que vous dites, ça vaut le coup de tenter sa chance. Ah oui, ça vaut le coup de tenter sa chance, oui. Gaston-Marie Lambret, à l'inverse, certains diraient ces sommes d'argent dont on entend parler depuis tout à l'heure, ça paraît gigantesque pour finalement des pierres, alors que certains ont le frigo vide. Qu'est-ce que vous leur dites ? Bah, écoutez, d'abord, ces pierres, elles ont un sens. Bon, la chapelle Notre-Dame de Réconciliation, depuis 1000 ans, ce sont des centaines de milliers de personnes qui y sont venues. C'est une véritable usine à prière. Les pierres qu'on restaure, elles sont imprégnées de toute la prière de ces centaines de milliers de Lillois qui sont venus par l'actuelle rue des Stations, qui à l'époque était un chemin le long d'une rivière, et se sont agenouillés devant les reposoirs représentant les stations, les étapes, les pèlerinages de la Vierge, et qui sont venus à la chapelle pour se réconcilier entre eux et devant Dieu. Enfin, donc, ça a quand même quelque chose, ça a un sens. Et ça a toujours un sens, parce que le pèlerinage continue. Donc, en 2014, nous avons fait pour le 1000e anniversaire un grand pèlerinage avec toutes les paroisses du centre qui étaient le long du chemin de procession. Et donc, également, ici, au mois de mars, le doyenné organise un pèlerinage pour les jeunes qui se préparent au sacrement de réconciliation. Donc, il y a 2 mois, c'est une famille qui a demandé à faire le pèlerinage, etc. Ces pierres sont une usine à prière. Voilà, c'est ça, exactement. C'est une formule. Juste pour conclure, alors il nous reste peu de temps, mais si on prend un peu de recul, vous avez certainement d'autres choses à faire. Vous avez certainement d'autres endroits où vous auriez pu être actif. Pourquoi vous vous êtes lancé là-dedans ? Bon, écoutez, d'abord, j'habitais dans la même rue et presque en face de la chapelle. Et effectivement, bon, quand à l'époque j'allais à la messe le dimanche matin où il y avait à 8h30, à l'époque où il y avait encore une messe à cette heure-là, et j'avais été surpris parce que de cette chapelle, tout était recouvert d'échafaudages, de voiles blanches, etc. Et là-dessus, il y avait 3 tableaux qui représentaient donc l'un des bergers à genoux devant et puis le Baudouin 5, etc. Et donc, je me suis posé la question. Bon, et puis, quand on m'a demandé de faire partie de l'association, comme je savais dont il s'agissait, ça m'intéressait. Et donc, vous n'avez pas dit non. Merci d'avoir pris le temps, Gaston-Marie Lambret, président de l'association des Amis de la Chapelle de la Réconciliation à Lille, d'avoir pris le temps de venir répondre à ces questions. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie.